Bonjour Monsieur le Président des Forces démocratiques de libération du Rwanda. Nous avons quelques questions à vous poser en tant que Jambo News. La première question serait, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous visez? Quel est votre but en tant que mouvement politico-militaire? Je m'appelle Byiringiro Victor, je suis général-major et président ad intérim des FDLR. Les FDLR ont pour but de libérer le pays, le Rwanda, et les Rwandais qui sont sous le joug terrible du régime du FPR Inkotanyi. Alors, nous avons mis en place les FDLR pour d'abord protéger les réfugiés qui étaient sous la menace d'être exterminés par les forces du FPR qui étaient entrées dans le Congo, la RD Congo, où ils avaient donc choisi l'exil. Mais par après, le régime qui s'est montré vraiment très hostile à la population, nous avons décidé de lutter contre ce régime pour le remplacer par un régime démocratique, où chacun Rwandais se sent libre, bénéficier de ses libertés, de ses droits. En résumé, c'est ça. Mais vous comptez libérer le Rwanda. Mais aujourd'hui, le régime de Kigali vous accuse d'être des ex-génocidaires et d'autres rapports parlent des exactions commises par les FDLR ici au Congo contre les populations congolaises. Que répondez-vous à ces accusations? Nous ne sommes pas des génocidaires. Si nous étions des génocidaires, je crois que la justice seule est là pour justement s'occuper du problème et assurer la justice. D'ailleurs, en 2005, lorsque nous étions à Rome, nous avons fait une déclaration. Et dans la déclaration, nous disions que nous allons collaborer avec la justice internationale pour que, s'il y a des criminels, que ces criminels puissent être jugés. Nous sommes toujours disposés à faire ça. Et puis, ces allégations qui sont gratuites, je dirais, il faut qu'on s'adresse à la justice et pas aux médias, n'est-ce pas, pour dire celui-là est génocidaire, celui-là est génocidaire. C'est la diabolisation que le régime du FPR a entrepris jusqu'à présent et que nous n'acceptons pas. Que chacun laisse la justice faire son travail. Okay. Et puis, on nous accuse aussi qu'ici, en RD, où nous avons l'exil, que nous commettons des exactions, des meurtres, etc. Tout ça, c'est faux. Au contraire, c'est ce régime qui envoie des escadrons de la mort pour venir tuer les Congolais et nous faire endosser ces forfaits. Ce régime... Vous auriez un exemple concret? Oui. Je citerai certains groupes armés donc manipulés par le FPR, disons le NDC de Sheka, le Raya Mutomboki. Tout ça, ce sont des groupes qui viennent commettre des forfaits pour les faire endosser aux FDLR. Les meurtres, il y en a eu. Ils tuent les Congolais, mais ils tuent aussi des réfugiés rwandais. Nous avons enregistré vraiment beaucoup de photos que nous avons envoyées à travers le monde pour montrer je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais la barbarie
la barbarie de ces groupes qui ont tué nos réfugiés et même les Congolais en les éventrant, en coupant les membres, en faisant toutes sortes de barbaries sur des gens qui étaient leurs victimes. Ça, nous avons vraiment envoyé des photos à travers le monde. Ok. Mais à un certain moment, on a parlé du groupe des FDLR Rasta, qui commettait également des crimes. En tout cas, c'est ce qui était rapporté. C'est un groupe qui fait partie des FDLR, de votre organisation. Est-ce qu'il y en a d'autres groupes comme celui-là? Voilà, Voilà, une bonne question. Ces groupes Rasta, qui ont opéré surtout au sud du Kivu, ces groupes n'appartiennent pas aux FDLR. Ce sont des groupes parce qu'il y a des gens qui parlent le Kinyarwanda et même il y a des Congolais là-dedans. Quand on entend quelqu'un parler le Kinyarwanda, il dit ce sont les FDLR. Alors que justement le FPR envoie des Rwandais qui parlent le Kinyarwanda, le FPR manipule ces groupes pour justement qu'ils fassent des exactions et les faire endosser aux FDLR. Ce n'est pas la langue qui fait que on puisse justement qualifier celui-là d'être ceci ou cela. Donc ces groupes n'appartiennent pas aux FDLR. Les FDLR sont une organisation, indivisible. Bien sûr, il y a des groupes qui se sont détachés, disons, des déserteurs, qui se sont détachés des FDLR. Ces gens-là, ils vont constituer leur groupe, mais ces groupes n'ont rien à voir avec des FDLR. C'est toujours cette diabolisation que l'ennemi continue à entretenir à travers le monde pour inciter la communauté internationale à nous haïr et à, disons, initier des opérations contre nous. Parce que vous savez bien que l'armée du FPR, l'armée congolaise, ont fait des coalitions, des opérations donc conjointes contre les FDLR, et même la communauté internationale, à travers MONUC, du temps où il était encore MONUC, et maintenant MONUSCO, ont fait des opérations contre les FDLR. Surtout à travers ces diabolisations, disons, que nous appelons nous des insultes. Ce sont des insultes contre nous. Mais seulement, il faut dire que vraiment les FDLR, c'est une armée, c'est une organisation disciplinée. Les militaires sont disciplinés. Un militaire qui verse dans l'indiscipline, il est puni par nos lois et règlements. Et puis, ceux qui se détachent, ils s'en vont. Ils n'appartiennent plus aux FDLR. D'accord, justement, vous avez parlé des opérations contre les FDLR. Il y en a eu plusieurs, mais vous avez quand même survécu à ces opérations, malgré qu'il y avait beaucoup d'armées qui s'étaient coalisées pour vous neutraliser, vous éradiquer, comme beaucoup le disaient. Mais vous avez résisté. Mais d'où vient cette force de résistance? Comment avez-vous pu survivre de ces différentes opérations? C'est une belle question. Nous avons survécu parce que nous sommes une organisation disciplinée et le côté militaire bien formé. Ce côté militaire, justement, s'il était indiscipliné, il n'aurait pas survécu à ces opérations. Mais je dirais que l'arme principale dans tout cela, c'est la discipline de notre armée. Elle a pu donc protéger la population et elle a pu justement tenir devant ces forces-là, je dirais d'agression, pour se maintenir et continuer son travail de protection de la population et de continuer la résistance jusqu'à présent.
Et au niveau de matériel, on peut imaginer qu'il est nécessaire justement de disposer du matériel pour combattre ces forces coalisées. Comment procédez-vous pour obtenir des armes, des munitions, etc. Nous avons des armes simples, des mitrailleuses d'assaut, des armes individuelles, mais seulement la qualité que nous avons, c'est que nous savons les manipuler. Justement, en faisant ces opérations, quand on nous attaque, nous résistons, mais aussi les dégâts que nous faisons à travers l'ennemi, nous récupérons beaucoup de matériel, et des armes, et des munitions. Donc pratiquement tout notre arsenal est récupéré chez l'ennemi. Tous ces groupes-là, manipulés par le FPR, eh bien, quand ils nous attaquent, nous récupérons aussi des armes. Voilà, c'est comme ça que nous nous dotons d'un armement simple, mais que nous savons vraiment manipuler à la façon de nous défendre et défendre la population. Partant de cette force que vous avez, cette force militaire, est-ce qu'il y a eu des cas où les populations congolaises ont pu profiter de votre protection? Est-ce que, si oui, est-ce qu'il y a des cas concrets? Par exemple, si vous voyez ici où nous sommes, hein, il y a la population congolaise avec laquelle nous cohabitons. Cette population aussi a été mal à point par ces groupes armés et même par l'armée rwandaise. Alors, en protégeant notre population réfugiée, nous avons aussi protégé cette population congolaise. Cette population congolaise avec les réfugiés, vraiment, ils cohabitent bien. Ils s'aiment, ils s'entraident. Je crois que c'est ça qui fait aussi le motif de notre survie ici au Congo, parce que nous cohabitons bien, nous avons de bonnes relations avec la population congolaise. Et quelle est votre cohabitation avec l'armée congolaise, par exemple, qui certainement souvent a des questions qui peuvent la mettre mal à l'aise, à savoir une force militaire contre laquelle ils ont essayé de se battre et qui reste dans leur territoire. Et comment est-ce que vous cohabitez? On sait très bien que quand le régime du FPR que vous combattez attaque le Congo, l'armée congolaise a également la tâche de se défendre contre ce même régime. On peut dire que vous avez un ennemi commun, mais malgré tout, il y a eu quand même des opérations de l'armée congolaise contre les FDLR. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous cohabitez? Bon, de toute façon, disons, lorsque le Congo a été attaqué par les rebelles qui voulaient conquérir ce pays, le musée, comme on l'appelle, Laurent Désiré Kabila, a fait appel aux forces armées rwandaises qui étaient donc en exil, ici et là, pour venir l'aider. C'est comme ça que, en fait, nos forces dispersées se sont regroupées pour aider le Congo. Mais après, justement, ce sont ces forces qui sont devenues donc FDLR pour protéger la population qui était sous la menace donc d'extermination par notre ennemi, hein, le Rwanda surtout. Mais à l'état actuel des choses, hein, disons la cohabitation avec l'armée congolaise, c'est-à-dire nous vivons dans les forêts. Les rebelles vivent dans les forêts. Alors que l'armée congolaise, donc je ne dirais pas qu'elle vit dans des villes, mais c'est dans des villages, dans
oui, dans des villes là où il y en a. Donc, ça veut dire que nous occupons nos positions dans les forêts et l'armée congolaise dans ses emplacements. Il n'y a pas de relation vraiment entre notre armée ou les FDLR avec l'armée congolaise. Parce que s'il en était ainsi, ces opérations coalisées avec le Rwandais, avec le MONUC ou MONUSCO, ce ne sont pas des opérations pour venir nous chatouiller ou bien nous... Hein, c'est pour nous tuer. Donc, nos relations, nous sommes là, ils sont là. Nous nous attendons de retourner dans notre pays. C'est pour cela que nous entreprenons tout un tas d'initiatives pour que, disons, nous puissions quitter ce pays qui nous a quand même abrités. D'ailleurs, auquel nous remercions vraiment beaucoup, et surtout la population congolaise. Mais sinon, il n'y a pas de relation comme telle, parce qu'il y en a qui disent que nous aidons l'armée congolaise à se battre contre l'armée rwandaise. Non, non, ça on ne fait pas, non, non. Passons maintenant à l'actualité. Vous venez juste de faire une opération de dépôt d'armes. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous espérez, quelle proportion a déposé les armes et qu'est-ce qui se passera si ce que vous espérez ne se passe pas comme vous l'espérez? Voilà. Le fait de déposer les armes volontairement et de fournir donc les militaires dans ce cadre de désarmement. Cette opération a été faite le 30 mai de cette année à Katekou, où nous avons pu remettre 100 armes, toutes catégories confondues, et 105 militaires. Au Sud Kivu, l'opération s'est faite le 9 de ce mois de juin cette année, où nous avons remis 83 militaires et 83 armes et 234 dépendants. Pourquoi cette opération? Eh bien, nous avons toujours fait des initiatives de paix. Parce que la guerre, si on fait l'évaluation, a fait beaucoup de dégâts. Nous avons enregistré beaucoup de morts, beaucoup de Rwandais morts. Alors nous, les FDLR, nous avons dit, on ne peut pas continuer comme ça. Oui, nous avons la mission de libérer le pays et le Rwandais, mais il y a moyen de passer par une voie pacifique, celle de s'asseoir ensemble avec le régime de Kigali et négocier la paix, la gestion de ce pays. C'est dans ce cadre que nous avons décidé justement de faire un désarmement volontaire et de remettre les militaires pour que, fin des fins, nous puissions décrocher le dialogue inter-rwandais hautement inclusif, donc qui inclut toute l'opposition, pour que on puisse justement trancher, résoudre le problème des Rwandais d'une façon pacifique, sans devoir encore verser du sang. La communauté internationale nous comprend et nous soutient. C'est pour cela que nous disons que ce processus, que nous voulons vraiment qu'il évolue bien et qu'il puisse aboutir à un bon résultat. La communauté internationale, nous lui demandons de nous aider à faire fraîchir Kigali, qui ne veut pas de ce dialogue, pour que nous puissions s'asseoir ensemble et résoudre nos problèmes pacifiquement. Je crois que, en bref, c'est ça que je peux dire.
Mais ce n'est pas à votre première tentative. En 2005, vous l'avez fait lors de la rencontre de Rome. Mais aussi, je pense, vous avez déjà déposé les armes avec un résultat qui fut catastrophique lors de l'attaque du camp Kamina, justement, où justement étaient stationnés les militaires, vos militaires qui avaient déposé les armes. Qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui, ça sera différent? Qu'est-ce qui se passerait si, d'abord, la communauté internationale, comme vous le dites, et le Rwanda ne parviennent pas à vous donner ce que vous voulez, donc les négociations, l'ouverture d'un dialogue inter-rwandais. Qu'est-ce qui se passerait ensuite si les militaires que vous avez désarmés, que vous avez mis à la disposition de l'ONU sont attaqués comme ils l'ont été au camp Kamina alors qu'ils sont désarmés? Voilà, moi je suis optimiste et les FDLR sont optimistes en la matière. En 2001, lorsque justement nous avons déposé les armes à Kamina, on a été déçus parce qu'on a été trahis, surtout par l'accord de Pretoria, je crois que c'est l'accord du 30 juillet 2002. Alors, on nous a attaqués. En 2005, nous étions à Rome. Là, nous avons opté pour le combat politique en laissant de côté le combat militaire, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. On a été déçus parce que la communauté internationale ne nous a pas accompagnés dans ce processus. Pourquoi la communauté internationale ne nous a pas accompagnés? Je crois que, sans me tromper, en ces périodes, le régime de Kigali était encore l'enfant chouchouté, l'enfant gâté de la communauté internationale. Mais pourquoi je suis optimiste maintenant? C'est parce que les affaires ont changé. Ce régime de Kigali maintenant n'est plus vraiment l'enfant gâté de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale est en train justement de découvrir je dirais la nuisance, même la méchanceté de ce régime vis-à-vis de son peuple et même vis-à-vis de son pays, la RD Congo, qui s'amuse d'attaquer la population, venir piller, etc., en se faisant, disons, prétexte qu'il vient attaquer les FDLR qui constituent une menace pour lui. Mais maintenant, imaginez-vous, le M23 qui vient d'être défaite par les forces congolaises et les forces onusiennes. Ce M23, c'est en fait des Rwandais qui avaient attaqué ce Congo, qui a toujours des ambitions de conquérir ce Congo ou une partie de ce Congo. Alors, je crois que les choses sont en train de changer. On est en train de remarquer vraiment donc cette nuisance de ce régime du FPR et que maintenant le fait d'être gâté comme avant, ce n'est plus le cas et la communauté internationale nous soutient maintenant dans ce processus et cette communauté internationale va vraiment nous aider à décrocher le dialogue inter-rwandais parce que Kagame n'est pas plus fort que la communauté internationale. D'ailleurs, dans cette optique aussi, nous sommes en train de, disons, de s'unir comme force d'opposition à travers le CPC, Coalition des partis politiques pour le changement, donc des choses au Rwanda.
parce qu'il n'y a pas de démocratie là-bas, parce que les gens sont vraiment sous la menace du régime. Il faut que ces gens-là soient secourus. Dans tout ça, la communauté internationale est derrière nous. Et puis, dans ce processus de désarmement, nous nous sommes adressés à la SADC pour que la SADC puisse nous aider dans ce processus. Et la SADC est prête à prendre vraiment les choses en main. Et c'est pour cela que moi, nous les FDLR, nous avons la conviction, nous sommes optimistes à l'aboutissement heureux du processus de désarmement. Et si ça ne se passe pas ainsi? Mais quels sont les moyens d'action que vous avez? Est-ce que vous allez récupérer vos hommes, vos armes? Est-ce que vous allez abandonner les initiatives visant à devenir un parti politique plutôt qu'une organisation politico-militaire? bon, de toute façon, je crois que c'est trop tôt pour répondre à cette question. Nous gérons la situation et si un cas se produit, nous avons des stratégies, on saura comment s'y prendre. D'accord. Bon, passons maintenant à la question de l'avenir. En 2017, il y aura des élections au Rwanda. Est-ce que ces élections, vous y croyez? Est-ce que c'est une opportunité pour vous, vu que vous commencez à devenir un parti politique sans la branche armée? Est-ce que vous avez l'intention d'y participer? Les élections au Rwanda depuis le régime du FPR, j'ai jamais cru en elles, jamais. Parce que ça a été toujours des élections truquées. Ce sont des élections où le Rwandais n'est pas libre de choisir qui il veut. Comment voulez-vous que j'y croie? Je n'y crois pas. Donc justement, c'est pour cela que nous entreprenons des actions de faire changer les choses, surtout à travers cette coalition dont je viens de parler, pour que justement la démocratie puisse vraiment s'installer au Rwanda, pour que chaque Rwandais puisse jouir de ses libertés. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le dialogue inter-rwandais hautement inclusif ait lieu pour que, en s'assoyant ensemble sur une même table, nous puissions résoudre tous nos problèmes, faire changer les choses là où elles doivent changer et en fait instaurer un nouvel ordre politique au Rwanda. À ce moment-là, on pourra justement donc faire des élections démocratiques, libres, et je crois que tout Rwandais, d'ailleurs toute ethnie confondue, se sentira libre. Vous avez beaucoup parlé du dialogue inter-rwandais hautement inclusif. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement comment vous le voyez? Ce mot inter-rwandais et le mot inclusif. Voilà. Le dialogue que nous demandons de faire, c'est un dialogue qui n'exclut personne. Tout intervenant doit venir et donner sa contribution. Tous les partis politiques d'opposition doivent être invités à ce dialogue. Donc c'est cela que nous appelons sans exclusif, hautement inclusif. Okay. C'est ça. Normalement, on ne dirait pas que tous les Rwandais viendraient là, mais du moins ceux qui les représentent. À travers les partis ou des associations ou des sociétés civiles, tout ça. Donc se réunir ensemble pour trancher le problème rwandais. Ok. Revenons un peu sur la question de la coalition CPC.
peut-être pas sur la coalition elle-même, mais savoir comment vous vous positionnez dans l'environnement actuel des partis politiques, de multiples partis politiques d'opposition au régime rwandais. On en comptait plus de 30 l'an passé et nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette multiplication? Oui, je comprends. Oui, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on doit multiplier des partis politiques. En forgeant beaucoup de partis politiques, c'est cela qui constitue justement la dispersion des forces. Alors pour moi, la CPC, la coalition des partis politiques pour le changement, est bienvenue. Est bienvenue justement parce qu'elle appelle tous les partis politiques d'opposition à s'unir ensemble, à mettre leurs efforts ensemble pour justement être forts pour justement fléchir le régime de Kigali. Mais, alors à l'État... Oui, justement, quand vous appelez tout le monde à joindre le CPC, est-ce que vous pensez que ça va être une solution, puisqu'il y a eu d'autres coalitions telles que Urunana, Igihango, mais aussi les forces démocratiques unies, les FDU, qui ont réuni un certain nombre de partis politiques. Pourquoi, par exemple, les FDU qui existent aujourd'hui n'ont pas été une plateforme à laquelle vous auriez pu adhérer ou en tout cas joindre? On peut parler aussi de la plateforme que justement forment les FDU et le RNC. Quoi qu'il en soit, je crois que maintenant, il faut prendre conscience de la réalité. En dispersant nos efforts, le régime que nous combattons en profite. D'où nous avons intérêt à nous coaliser ensemble en tant qu'opposition. Mais il faut que tout le monde prenne conscience qu'en se mettant ensemble, on devient plus fort et on se bat sur un terrain où on est fort, avec beaucoup de chances de gagner. Personnellement, oui, nous les FDLR et le PS Imberakuri en tant que justement aussi front commun pour la libération du Rwanda, au moins, eh bien, nous avons accepté de participer à la CPC, justement dans ce cadre de réunir nos efforts. Moi, ce que je dois entreprendre aussi avec les autres, c'est d'essayer d'appeler ces autres partis politiques d'opposition de joindre cette coalition en mettant devant les intérêts supérieurs des gens que nous voulons défendre, c'est-à-dire la population. Et je crois qu'on comprendra. On n'a pas construit pareil en un jour. La CPC va évoluer et peut-être d'ici quelques temps, que je ne saurais pas estimer, on aura certainement un résultat. Ok. Maintenant, nous passons progressivement à la fin de cette interview. Qu'est-ce que vous pourriez demander d'abord aux Rwandais, ensuite en particulier peut-être aux jeunes Rwandais qui s'intéressent progressivement à la politique, et puis troisièmement à la communauté internationale? C'est ça. Aux Rwandais d'abord. Je demanderai aux Rwandais de patienter. Parce que les forces politiques, je dirais, de secours, sont en train de se former pour qu'on puisse venir
à la rescousse des Rwandais qui sont sous le joug, sous la menace de ce régime du FPR Inkotanyi. Toutes ces menaces qui sont prononcées par le président Kagame, qui s'en prend aux réfugiés, à l'opposition. Je crois qu'il a prononcé ça le 12 janvier dernier, alors qu'il était au déjeuner de prière, comme on l'a dit. Au lieu de prier Dieu, de lui remercier pour l'avoir mis sur le fauteuil présidentiel, il a lancé des menaces de tuer les opposants. Ça, c'est quand même... c'est terrible, moi je n'ai pas compris de la part d'un président. Et puis, je crois le 5 juin dernier, il a encore répété ses menaces en disant qu'il va tirer à bon portant à n'importe qui n'est pas sur la même longueur que lui. Vraiment, c'est terrible pour un président. Je demande aux Rwandais d'être patients parce que d'ici peu, il y aura vraiment un secours d'une façon, disons, pacifique. On ne va plus recourir aux armes et que les choses changent dans le pays à la satisfaction de tout le monde, aussi bien pour les Tutsis, aussi bien pour les Hutus, aussi bien pour les Trois. Sinon, concernant les jeunes, je demande aux jeunes de prendre conscience de la valeur de se donner corps et âme pour contribuer à la libération du peuple rwandais. Ces jeunes ont encore de la force. Ces jeunes sont aussi menacés par le régime. Ces jeunes doivent se lever comme un seul homme pour intervenir dans la libération de ce pays, au Rwanda, dans la libération des Rwandais. À la communauté internationale, je demande que la communauté internationale puisse justement être derrière, surtout cette coalition des forces politiques, pour l'aider à aboutir à sa mission de changer les choses au Rwanda d'une façon pacifique pour que la démocratie puisse s'installer, pour que la justice, qui est le pilier de la démocratie, puisse s'installer au Rwanda. Je crois que vraiment, en toute âme et conscience, tout le monde comprendra ce qu'il doit faire pour ce pays, pour ces Rwandais.